Marketing de réseau, un modèle de business qui ne cesse de faire couler de l'encre et de la salive, surtout chez nous en Afrique. Venez, vous aurez ceci. Venez, vous aurez cela, comme dans des églises. Marketing de réseau, mythe ou réalité? Arnaque ou vrai? Mesdames et messieurs, ce modèle d'affaires basé sur le relationnel, basé sur le porte-à-porte, basé sur la vente, la prospection, le parrainage, la vente. Ce modèle d'affaires est-il l'apanage, la réussite ici en Afrique? Est-ce que ce modèle d'affaires, qui est le marketing de réseau, peut-il contribuer à notre développement? Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis David Sassar, formateur en marketing de réseau et en développement personnel. Depuis plus de 5 ans, j'accompagne des professionnels et des particuliers dans la construction de leur réseau de distribution des produits, des biens et des services. Alors, dans cette vidéo, mesdames et messieurs, nous allons parler du marketing de réseau, mais surtout de ses origines. C'est pourquoi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur cette chaîne, je vous demanderai bien volontiers de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, parce que nous allons faire beaucoup de vidéos. Et aussi de nous laisser un j'aime ou un like pour soutenir la chaîne. Alors, soyons scotchés. Un modèle d'affaires dont plusieurs vantent leur richesse. Nous voyons beaucoup de gens venir sur les réseaux sociaux nous dire: j'ai réussi dans le marketing de réseau, j'ai gagné ceci dans le marketing de réseau, j'ai fait ceci dans le marketing de réseau. Oui, un modèle d'affaires, très bien. Mais certaines personnes, encore d'autres personnes viennent aussi nous dire: on en a marre avec le marketing de réseau, parce que jusqu'alors, le marketing de réseau n'a pas ces bases solides. Je dis de ces bases solides en Afrique, surtout chez nous en Afrique. Pourquoi le marketing de réseau n'a pas ces bases solides en Afrique? Certains trouvent que le marketing de réseau, c'est le modèle par excellence qui peuvent nous sortir de la précarité. D'autres, par contre, nous disent: c'est de l'arnaque, c'est faux, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est la pyramide, c'est un modèle pyramidal. Alors, mesdames et messieurs, si je dis que ce modèle d'affaires n'a pas ses bases solides en Afrique, c'est justement parce que nous n'avions pas compris jusqu'aujourd'hui, ou soit nous ne connaissions pas l'origine du marketing de réseau. C'est pourquoi nous allons parler des origines du marketing de réseau. Est-ce que le marketing de réseau est un modèle propice pour nous ici en Afrique? Est-ce que c'est un modèle d'affaires que tout le monde peut s'adapter? Est-ce que c'est une arnaque? Alors, partons d'abord de l'origine. Parce que puisque nous n'avons pas l'origine, nous ne connaissons pas les origines du marketing de réseau, ça sera pour nous difficile de savoir si c'est un modèle qui est vraiment favorable et que tout homme, que tout Africain ou tout le monde peut adopter. Alors, il y a 130 ans de cela, déjà, 130 ans d'existence, que la vente directe a vu ce jour. 130 ans. Ce secteur se porte très très bien et très à merveille. Le secteur de la vente directe se porte très bien. Jusqu'en 2021, nous avons plus de 186 milliards de chiffre d'affaires générés par ce modèle d'affaires, qui est donc le marketing de réseau. En 2021, jusqu'en 2021, ce secteur de business, donc le MLM, le marketing de réseau ou la vente directe,
a généré plus de 186 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et dans cette même année, en 2021, cette entreprise ou encore ce modèle d'affaires a regroupé plus de 128 millions de distributeurs dans le monde entier. Donc, il y a 130 ans, depuis que la vente directe, qui est donc le MLM, existe, et en 2021, ce modèle d'affaires a généré 186 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ce modèle d'affaires. Et en cette même année, c'est-à-dire en 2021, ce même modèle d'affaires, qui est donc le MLM, a regroupé près de 128 millions de représentants dans le monde entier. Waouh! Alors, c'est quoi la vente directe? On entend parler du MLM, on entend parler de la vente directe. La vente directe, c'est juste la vente d'un produit qui quitte l'usine directement au consommateur sans passer par un intermédiaire. C'est ce que nous appelons par la vente directe. Et c'est ce modèle d'affaires dont nous allons parler aujourd'hui. Et la vente directe, c'est depuis le 19e siècle, époque durant laquelle les marchands pratiquaient le porte-à-porte. Donc à partir du 19e siècle, vers les années 1800, les marchands, ceux qui avaient de la marchandise, préféraient commercialiser ou encore vendre leurs produits par le porte-à-porte. C'est-à-dire, ils pouvaient aller voir une relation, un ami ou une amie, et présenter son produit. Et à cette époque-là, au 19e siècle, ces marchands ont compris que c'était la meilleure façon de vendre leurs produits. Et le meilleur moyen de faire écouler leurs produits, c'était de faire du porte-à-porte. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, le porte-à-porte n'a pas commencé aujourd'hui. Et certaines personnes pensent que la vente à domicile, donc le porte-à-porte, a commencé avec le pasteur James Robinson Greve. Alors, qui était le pasteur James Robinson Greve? Le pasteur James Robinson Greve, il était un vendeur de livres. Il vendait des livres religieux. Mais il le faisait de porte à porte. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils vont vous le dire, que ce modèle d'affaires de la vente directe a commencé avec le pasteur James Robinson Greve. Parce que c'est lui qui vendait des livres de porte à porte, des relationnels en relationnel. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Et il faisait cela. Il vendait des livres de la société Southwestern Publishing en 1885. Donc, le pasteur américain James Robinson Greve, en 1885, a commencé déjà à vendre ses livres de porte à porte. C'est pourquoi vous allez entendre, beaucoup vont vous dire que c'est lui le père ou c'est lui qui a commencé avec la vente directe. Je vous ai dit que la vente directe ici, c'est le fait de vendre un produit. Donc vous prenez un produit de l'usine jusqu'au consommateur sans passer par un intermédiaire. C'est ça la vente directe. Vous avez un produit qui quitte droit de l'usine pour un consommateur sans passer par un intermédiaire. Et la personne qui le fait ne passe pas au marché, mais il passe directement de porte à porte, de relationnel en relationnel. C'est ça la vente directe. Et en 1885, beaucoup de gens ont cru que le premier à le faire, c'était le pasteur américain James Robinson Greve. Lui, il commercialisait les livres de Southwestern Publishing. C'était des livres religieux. Et les gains qu'il recevait lui permettaient de soutenir
l'œuvre de l'évangile. Alors, en cette année, toujours pendant cette période, le pasteur James Robinson Grave a compris une chose, qu'il était important qu'il puisse engager d'autres personnes aussi à faire comme lui, afin d'augmenter les ventes. Mais ce n'était pas les entreprises qu'il engageait, mais c'était la personne qui engageait. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait prendre des livres à Save Western Publishing et il donnait à d'autres personnes de faire aussi de porte-à-porte comme lui, comme c'est le pasteur qui demandait. Voilà comment nous avons commencé avec la vente directe. Alors, d'autres aussi pensent que la vente directe n'a pas commencé avec le pasteur James Robinson Grave, qui vendait des livres de porte-à-porte, mais la Fédération française de vente directe, quant à elle, pense que la vente directe a commencé avec la venue de la société Singer, la société qui fabriquait des machines à coudre. Cette société a fait la même chose aussi, a commercialisé ces machines à coudre par le relationnel. Donc, de l'usine au consommateur. Donc, quelqu'un pouvait aller à la société Singer, acheter des machines et les vendre de porte à porte, de maison en maison. D'ailleurs, pour votre information, c'est même la meilleure façon ou encore le meilleur moyen de faire écouler un produit. Parce que vous-même, vous avez la connaissance du produit et vous le proposez à votre proche, à votre ami, à votre collègue de service, à votre parent, à votre enfant, de porte à porte. Et la Fédération française de vente directe pense que la vente directe n'a pas commencé avec le pasteur James Robinson Grave, qui vendait des livres en 1885, mais ils ont pensé que c'est à partir de 1851, lorsque la société Singer a créé ou encore a fabriqué ces machines à coudre, et les gens ont commencé de faire aussi de porte à porte. Donc, le pasteur James Robinson en 1885 et la société Singer en 1851. Mais le commun de networkers, c'est-à-dire les réseauteurs, s'accordent sur la date de 1886. Alors, c'est quoi la date de 1886? La date de 1886, c'est la création de la Californie Perfume Company. Donc, la société californienne de parfum, encore appelée Avon, A-V-O-N. Cette entreprise de Marconi aux USA. Alors, pourquoi les networkers, encore les marketeurs, s'accordent que la vente directe a commencé en 1886, contrairement à 1885 avec le pasteur James Robinson, ou encore en 1851 avec la venue de la société Singer, mais ils s'accordent tous que la vente directe a commencé en 1886 avec la création de la Californie Perfume Company, donc avant. Ici, McConney David, qui est donc le propriétaire de Avon, était lui aussi un distributeur à l'époque des livres. Il vendait des livres de maison en maison, de porte à porte. Alors, pendant qu'il faisait la livraison ou encore la distribution de ces livres aux États-Unis de porte à porte, il mettait un parfum, d'où la majorité de ses clients c'étaient des femmes. Et l'odeur de son parfum attirait beaucoup de femmes. Et les femmes étaient follement fondeuses, comme on le dit ici. Les femmes aimaient vraiment le parfum de Marconi, David Marconi, donc le propriétaire de Avon, de California Perfume Company. Pendant qu'il vendait les livres, il passait, il laissait une odeur très bonne. Une bonne odeur. Il sentait très bon. Alors,
la plupart de ses clients, comme c'était des femmes, ils commençaient à admirer le parfum de... Excusez-moi. Ils commençaient à admirer le parfum de David Mâconnais. Et c'est à partir de là que Mâconnais a compris qu'il pouvait fabriquer sa propre marque de parfum. Waouh! Ça commence à venir. Vous voyez, on commence avec... Les gens ont dit que c'est le pasteur James Robinson Crieff qui vendait des livres et qui a recruté aussi d'autres personnes à vendre des livres comme lui en 1885. La Fédération française de la vente directe, quant à elle, pense que c'est en 1851, avec la création de la société Singer, société qui a fabriqué les machines à coudre Singer, vous connaissez ces genres de machines-là, la qualité de machines-là, puisque eux aussi, ils commercialisaient leurs machines par le relationnel, donc de porte à porte. Mais le commun de mortels a compris, et jusqu'alors, tout le monde donne la naissance de la vente directe à David Mâconnais. Mais Mâconnais, au départ, était vendeur de livres, lui aussi, comme James, comme le pasteur James Robinson Crieff. Mais la différence, c'est que Mâconnais, quand il passait pour vendre ses livres, l'odeur de son parfum qui attirait les femmes, qui étaient la plupart de ses clients, commençait à monter. Et c'est à partir de là, comme l'opportunité, c'est toujours lorsque vous trouvez une défaillance quelque part et puis vous apportez une solution, c'est ça l'opportunité. Et c'est ça même l'entrepreneuriat. Et lui, constatant cela, que son parfum a été aimé par la plupart de ses clients, il va donc commencer, il va donc fabriquer, encore créer sa propre marque de parfum. Et quand il crée sa propre marque de parfum, il recrute des gens, des distributeurs, pour distribuer son parfum. Vous voyez, il fabrique sa marque de parfum, il recrute des gens pour distribuer ses parfums moyennant des commissions de vente. Alors, remarquons donc cette fulgurante, ou encore ce succès fulgurant. On nous dit que en 1906, avant, donc, Californie Perfume Company, donc avant, la compagnie donc, de David Mâconnais, en 1906, va déjà compter plus de 10 000 représentants dans le monde. Plus de 10 000 représentants dans le monde. Donc, 10 000 représentants qui représentaient la marque du parfum du avant. Ici, on ne parle plus de livres. C'est vrai qu'il vendait des livres. Il faisait du porte-à-porte pour vendre les livres. Mais il a créé une opportunité d'affaires lorsque il a fabriqué sa marque de parfum. Et sa marque de parfum a été représentée dans le monde entier. Et en 1906, avant, donc la société avant, c'est-à-dire Californie Perfume Company, donc la société avant, en 1906, comptait déjà plus de 10 000 représentants dans le monde. Alors, il y a un autre pionnier de la vente directe qui va donc voir le jour en 1905. Celui-là, c'est Fuller Brush Company, créé par Alfred Fuller. Alfred Fuller, lui, il était spécialisé dans la fabrication des brosses de nettoyage. Les brosses que nos mamans utilisent pour laver les habits, pour peigner les cheveux, tout ça là, les brosses. C'est en 1905. Alfred Fuller va donc créer sa compagnie qui est donc Fuller Brush Company. Lui aussi, il fait la même chose que les autres. Il va donc recruter des gens pour vendre ses brosses de porte à porte. De vendre ses produits par le relationnel, par le même canal
que James Robinson, bref, par le même canal que Singer, par le même canal que David Maconet, et lui, Alfred Fuller aussi, fabrique les brosses et utilise le même canal pour vendre ses brosses. Et en 1910, la vente à domicile ou le porte-à-porte devient officiellement reconnu aux États-Unis. Vous voyez? Donc, de 1885, avec le pasteur James Robinson, bref, qui vendait des livres porte-à-porte, de 1851, avec la société Singer, qui a fabriqué des machines à coudre et qui vendait aussi par ce même modèle, donc le même canal de porte-à-porte. Et en 1886, avec la création de Californie Perfume Company, donc avant la société des parfums par David Maconet en 1886, et en 1905, avec la création de la société Fuller Brush par Alfred Brush, voilà que c'est en 1910 qu'aux États-Unis, on vient de reconnaître la vente à domicile comme un business officiel. Donc en 1910, la vente à domicile devient officiellement un business aux États-Unis. Ce que nous, ici, on n'avait pas encore découvert. C'est que nous, ici, jusqu'alors, on n'arrive pas à maîtriser. Mais en 1910, aux États-Unis, déjà, il y a eu la signature, la première signature et la première création de la fondation des agents du Credit Association. Donc, il y a eu une association qui a été créée pour suivre. Donc, une association qui a été créée par des sociétés, par une dizaine de sociétés de vente à direct. Des ventes en direct. Donc, ces sociétés-là se sont regroupées en une association en 1910. Ils se sont regroupés. Comme ça devenait une ou encore un business officiellement reconnu aux États-Unis, ces sociétés-là devraient donc se regrouper pour créer une association. Comme nous avons ici, par exemple, au Congo, par exemple, nous au Congo, nous avons l'association, l'ordre, par exemple, des médecins. Voilà, nous avons l'ordre des médecins, nous avons l'ordre des experts comptables, nous avons le barreau, voilà, tout ça. Et ne pouvait être membre de l'ordre, les médecins, c'est celui-là qui a par exemple un diplôme de médecine. Ce n'est pas n'importe qui pouvait intégrer cet ordre-là. Et même pour devenir membre de cet ordre-là, il y a certains critères que vous devrez remplir. Et c'est la même chose aussi avec les ventes directes, les sociétés de vente directe. Donc en 1910, la vente à domicile va donc être reconnue aux États-Unis comme un business officiel. Donc celui qui faisait la vente à domicile aux États-Unis, en 1910, c'était donc reconnu. Voilà donc ils vont créer la première association, ou encore la première fondation, qui est donc l'Agent Credit Association. Agent Credit Association, qui était donc la première association fondée ou encore créée par une dizaine de compagnies qui faisaient donc la vente directe. Et parmi ces sociétés, nous avons avant. Et aujourd'hui, cette société, donc, cette agence-là ou encore cette association, qui était donc Agent Credit Association, est remplacée par la DSA, Direct Selling Association. En 1910, ils ont créé la première association des entreprises qui font la vente directe. Et cette association, c'est Agent Credit Association à l'époque. Et cette association a été remplacée. Et aujourd'hui, ce n'est plus Agent Credit Association. Aujourd'hui, c'est DSA. Donc,
Direct Selling Association. Alors, il faut signaler aussi que jusqu'ici, les distributeurs ne recevaient que les commissions sur leur propre vente. Il n'y avait pas encore une structuration dans la vente directe. Voyez, malgré la structuration par une association, ils ont créé une association qui est donc Agent Credit Association. Et après là, ils ont créé une autre association donc, qui a remplacé la première, qui est donc DSA, Direct Selling Association. Mais jusqu'ici, les distributeurs ne recevaient que les commissions sur les ventes qu'ils faisaient. C'est-à-dire, lorsque vous êtes représentant de la marque du parfum avant, vous ne pouvez être rémunéré que sur les commissions, sur un pourcentage concernant les ventes que vous allez réaliser. Il n'y avait pas un plan de compensation. Le seul plan de compensation qui existait à cette époque-là, jusqu'en 1910, c'était juste les commissions qu'il recevait sur les ventes qu'il faisait. Donc quelqu'un pouvait venir avec un carton, je ne sais pas, une quantité de parfums. Il devrait recruter des gens comme nous le voyons aujourd'hui, bien sûr. C'est ce que beaucoup de gens confondent avec le marketing de réseau. Parce que ça, il faudrait qu'on puisse lui dire. Aujourd'hui, quelqu'un quitte Dubaï, il quitte la Chine, il vient avec ses produits, il recrute les gens à la cité. Allez-y vendre ces produits. Faites de porte à porte, vendez ces produits. Et là, les gens qui n'ont pas la connaissance se disent, nous sommes en train de faire le marketing relationnel. Non, vous n'êtes que des commerçants simples. Il n'y a pas encore le marketing relationnel là-dedans. C'est la vente directe que vous faites. Vous avez pris les produits chez quelqu'un, vous partez revendre, on vous a recruté pour revendre. Et lorsque vous revendez, on vous paye sur la commission. Vos rétro-commissions, c'est juste sur les ventes que vous avez effectuées. Il n'y a pas un plan de compensation. Le seul plan, ce sont des commissions que vous avez effectuées. Et là, on ne parle pas encore du marketing de réseau. Non, 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 non. Ne confondez pas le marketing de réseau et la vente directe. Nous allons voir ça. C'est pourquoi pour ceux qui ne sont pas encore connectés, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que ce concept-là, il faudrait qu'on y explique. Et aujourd'hui au Congo, surtout chez nous au Congo, et en Afrique, généralement, au Congo en particulier, parce que je parle d'abord du Congo parce que je suis congolais, ce concept est très très mal connu. Et ce concept, comme il est tellement mal connu, les gens n'arrivent pas à très bien expliquer. Et aujourd'hui, on ne donne pas la possibilité aux gens de faire le marketing de réseau. Mais si le concept est bien connu, je crois que tout le monde devrait faire le marketing de réseau. Et mais d'ailleurs, tout le monde fait le marketing de réseau, mais sans le savoir. Nous allons y arriver. Alors, d'où est donc venue l'idée du réseau? Parce que les gens continuaient à vendre de porte à porte, de porte à porte, de porte à porte, de relationnel en relationnel. Mais d'où est venue l'idée de constituer un réseau? D'où est venue l'idée de faire les réunions à domicile ou des présentations à domicile d'un produit? Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un venait avec son parfum, il n'avait pas besoin de faire une présentation. Il avait juste besoin de venir voir son ami et lui dire, voici ce parfum, c'est un joli parfum, voilà, si tu peux le mettre, voilà, voilà, voilà. Il est fabriqué à base de tel produit, tel produit, tel produit. Et le monsieur, lui aussi, quand il humait, il sentait que ce parfum sentait très très bon. Il achetait. Il achetait. Mais d'où est venue l'idée de quitter de la vente directe à faire la vente directe, marketing de réseau? Marketing à multi-niveau, à multi-palier. Nous avons vu que les gens ont commencé à vendre des livres de maison en maison. Et ils sont allés jusqu'à ce que quelqu'un a fabriqué sa marque de parfum, a recruté des gens pour vendre son parfum.
Nous avons vu ça. Mais d'où est venue l'idée qu'il faut maintenant qu'on parle du marketing de réseau? D'où est venue l'idée que désormais, on peut faire une réunion à domicile sur un produit, sur un business donné? Alors, en 1913, Frank Stanley Beveridge, c'est un nom un peu, vous savez les noms américains c'est un peu Beveridge, Frank Stanley Beveridge, est directeur universel de Fuller Brush, puis vice-président de l'association des ventes directes. Donc, Fuller Brush, qui est donc la société ou la compagnie de Alfred Brush, a en son sein un monsieur qu'on appelle Frank Stanley Beveridge. En 1913, voici le monsieur qui va commencer à faire des réunions ou encore à penser déjà au réseau. C'est en 1913, Frank Stanley Beveridge. Il est directeur des ventes à Brush Fuller, la société de Alfred Fuller, la société qui fabrique les brosses. Il est aussi vice-président de l'association, de leur association, donc DSA, de Direct Selling Association. Il est vice-président. En 1919, Frank Stanley va donc recruter une femme d'affaires, Catherine O'Brien. Oui. En 1919, Frank Stanley, c'est mieux de prendre note pour ceux qui vont suivre cette vidéo. Parce que ces dates-là, elle est très très importante. On est en train de suivre la chronologie. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de l'origine du marketing de réseau. Et c'est grâce à cette origine-là que les yeux vont s'ouvrir, que beaucoup auront la possibilité de tirer un jugement sur le marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau aujourd'hui est très 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 mal vu à cause de la non-connaissance de ce concept. Et parce qu'on ne connaît pas l'origine encore du marketing de réseau. Nous allons y arriver. Donc, en 1913, Frank Stanley Beveridge, directeur des ventes dans Fuller Brush Company, la compagnie donc de Alfred Fuller, va donc recruter en 1919 Catherine O'Brien, une femme d'affaires très forte, très dynamique. Donc les deux vont constituer un duo magique, donc un duo gagnant. Et en 1931, ce duo, créé par Stanley Beveridge et Catherine O'Brien, vont donc connaître un succès fulgurant. Donc le succès de ce duo-là, de Stanley Beveridge et de Catherine O'Brien, ce duo va connaître donc un succès fulgurant dans le domaine de la vente directe. Sachez que Stanley Beveridge n'est que directeur des ventes dans la société de Brush Fuller, dans la société de Alfred Fuller, la société des brosses. Et avec l'arrivée de Catherine O'Brien, donc le duo là, cette femme d'affaires et le directeur des ventes, ils vont donc connaître un succès fulgurant dans le domaine de la vente directe. Alors, donc c'est vers les années 40 et 45, c'est Norman Skyer, vendeur indépendant dans Stanley Home, vendeur indépendant de Stanley Home, qui va entrer en contact avec la femme d'un ministre. Donc, Catherine O'Brien et Stanley Beveridge, ils vont en 1931 créer
leur société. Donc, ils vont quitter. Vous voyez? Ils vont quitter Broche Fuller Company. Au départ, Stanley Beveridge est directeur des ventes dans Broche Fuller Company, la société ou encore la compagnie de Alfred Fuller, la compagnie qui fabriquait des brosses. En 1919, Stanley Beveridge va recruter Catherine O'Brien, femme d'affaires et dynamique. Donc c'est un duo qui va faire boum. Ils vont connaître un grand succès dans le domaine de la vente directe. Et en 1931, les deux là, ils vont donc quitter Fuller, donc Broche Fuller Company, donc la compagnie de Alfred Fuller, pour créer leur propre compagnie, Stanley Home Products. Stanley Home Products. Et cette société, Stanley Home Products, va connaître aussi un grand succès parce que Stanley Home Products est conduit par un duo un duo des braves. Voilà. Un duo des grands, composé par Stanley Beveridge, qui était directeur de vente dans Broche Fuller Company de Alfred Fuller, et Catherine O'Brien, qui était une éminente femme d'affaires. Donc les deux en 1931 vont créer leur société Stanley Home Products. Et en 1940, donc vers les années 40 et 45, il y a un vendeur ou encore un distributeur de Stanley Home Products au nom de Norman Squire. Norman Squire va inviter une femme d'affaires, donc la femme d'un ministre, à assister à la présentation de leurs produits, mais à domicile. Et Norman Squire va demander à la femme du ministre d'inviter d'autres personnes pour qu'elles viennent assister chez la femme du ministre la démonstration du produit de leur société Stanley Home Products. Norman Squire n'est qu'un distributeur dans la société de Stanley Home Products, société créée par Stanley Beveridge et Catherine O'Brien, qui était dans Broche Fuller Company. Donc, ayant vu le succès de ce premier atelier, parce que Norman Squire, lorsqu'il faisait cette présentation-là, c'était pour démontrer l'efficacité de leurs produits, afin que les gens achètent leurs produits. Ils devraient soutenir une campagne d'évangélisation, soutenir une église. C'était ça l'intérêt. Son intérêt premier, c'était de présenter le produit. Après avoir présenté le produit, et les gens achètent le produit, présenter le produit et son efficacité, et les gens devraient acheter ce produit. Et l'argent que lui, Norman Squire, devrait gagner, devrait permettre à soutenir une œuvre caritative. En fait, soutenir une église. Et il le fait avec la femme d'un ministre. Mais étant donné que la femme de ce ministre-là était connue, il avait des gens qui le connaissaient, à son tour, elle a invité ses connaissances. Et quand ces connaissances sont arrivées, la démonstration du produit fut faite. C'était un grand succès, un vaste succès. Premier atelier dans la maison. Donc la première présentation
a eu lieu vers les années 40 et 45 par Norman Squire. Et Norman Squire, c'est un distributeur de Stanley Home Products. Alors, ça ne va pas s'arrêter par là. D'autres vendeurs aussi, des autres compagnies, ils ont copié la méthode. Ils ont dupliqué donc la méthode. Ils ont compris que la méthode était tellement bonne et ça permettait à toucher tout le monde. Voilà comment eux aussi, à leur tour, pouvaient donc organiser les ateliers, pouvaient donc organiser des réunions à domicile. Mais au départ, souvenez-vous quand nous avons parlé du départ, quand nous avons parlé de la naissance de la vente directe, ce n'était pas des réunions à domicile. C'était juste de la vente de porte à porte, la vente à domicile. Mais l'idée des réunions est arrivée avec Norman Squire. Et Norman Squire, c'est un vendeur de Stanley Home Products. Stanley Home Products sort, c'est la compagnie qui a été créée par Stanley Beveridge et Catherine O'Brien. Stanley Beveridge était directeur des ventes dans Brush Fuller Company, la compagnie de Alfred Fuller. Et c'est Stanley Beveridge qui recruta la femme d'affaires dynamique, crack femme d'affaires, Catherine O'Brien. Et les deux vont créer Stanley Home Products. Et c'est un vendeur de Stanley Home Products qui commença, ça il faut retenir, les présentations à domicile. Et aujourd'hui, si nous avons la possibilité d'aller vers nos prospects, présenter le produit à domicile, cela a commencé par Norman Squire vers les années 40 et 45. Et souvenez-vous que je vous ai dit, en 2010, la vente à domicile était devenue légale aux États-Unis. C'est pourquoi il y a eu la création des associations. Et l'association qui aujourd'hui, c'est DSA, Direct Selling Association. Donc, la vente à domicile, ce n'est pas un business, ce n'est pas une arnaque, mais c'est un modèle de business. Vendre chez quelqu'un à domicile n'est pas une arnaque. Et jusque-là, on ne parle pas encore du marketing de réseau. Partagez cette vidéo, ça va aider beaucoup de gens. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer ou encore rater nos prochaines vidéos. Parce que nous allons faire ces vidéos-là, beaucoup de vidéos comme ça. N'oubliez pas que nous sommes dans l'école des affaires. Il faut prendre la chose depuis l'origine. Et ça, c'est ce que beaucoup d'Africains ignorent. Parce que si les Africains connaissaient cela, je crois qu'il ne devait pas avoir trop de bruit autour de ce concept qui est donc le marketing de réseau. Donc en 1910, souvenez-vous qu'aux États-Unis, ce modèle d'affaires devenait déjà officiel. Et la première personne qui a commencé avec des présentations à domicile, c'est Norman Squire. Et les autres sociétés aussi, voyant que la méthode était bonne, pourquoi pas, puisqu'on copie toujours ce qui est bien. Alors, les sociétés, les vendeurs plutôt des autres sociétés telles que Tupperware, ils vont aussi populariser ce concept de la vente directe. Voilà. Eux aussi, à leur tour, ils vont populariser ce concept de la vente directe. Les vendeurs de Tupperware, à leur tour, Norman Squire a commencé avec les réunions à domicile. Tupperware, avec ses vendeurs aussi, vont donc commencer. Eux aussi vont propulser ce concept de la vente à domicile. Donc, vers les années 1945 et 1979, on passait petit à petit de la vente directe vers le marketing de réseau, vers le marketing à multipanier. Nous allons voir ça.
Alors, la société Nutrilite va donc être la première société américaine, bien sûr, première société américaine, à commissionner ses vendeurs à animer les réseaux. Société Nutrilite. Nous allons parler aussi de la naissance de la société Nutrilite. Comment est-ce qu'est née cette société-là? Nutrilite. Nutrilite, société Nutrilite. La société Nutrilite va donc être la première société à commissionner ses distributeurs ou encore ses vendeurs à animer les réseaux. Commencer avec les réseaux. Bon, je vous ai dit que vers les années 1945 et 1979, les distributeurs de la société Tupperware, ils ont popularisé le concept de la vente à domicile. Donc, on quittait petit à petit de la vente directe, donc vente à domicile simple. On partait vers le MLM, qui est donc le marketing de réseau, ou encore le multi-level marketing. Donc, le marketing sur multi-paliers. Et la société Nutrilite, c'est la première société qui va donc demander à ses vendeurs, qui va donc commissionner à ses vendeurs de commencer à créer les réseaux de distribution des produits. Alors, la société Nutrilite est née du voyage en Asie du docteur Karl. Donc, le docteur Karl, un docteur américain, il va donc voyager en Asie. Il va découvrir les bienfaits nutritionnels des vitamines. C'est là où est né. Voilà. Donc, le docteur Karl, en 1934, va organiser un voyage en Asie, certainement un voyage d'affaires. Il va arriver en Asie. Il va donc découvrir les bienfaits nutritionnels des vitamines. Parce que souvenez-vous qu'en Asie, eux, ils ont plus de compléments, ils se nourrissent plus de compléments alimentaires que des produits conventionnels que nous avons, par exemple les produits, les antibiotiques, tout ça. Nous devons ici le mérite des compléments alimentaires à ceux qui sont en Asie. Ça, nous le savons, avec leur technologie, avec leur médecine traditionnelle. Vous savez qu'en Asie, ils utilisent tout ce qui est organique. Alors, donc le docteur Karl arrive en 1934 en Asie. Il va donc découvrir les bienfaits nutritionnels des compléments alimentaires. Il va donc créer la première société américaine de compléments alimentaires faite à base de vitamines, qui est donc Nutrilite. Donc c'est la California Vitamins, renommée Nutrilite en 1939. Vous voyez, en 1934, le docteur Karl voyage. Il fait un voyage en Asie. Il découvre les bienfaits nutritionnels des vitamines, des produits à travers les vitamines. Quand il revient en 1939, lui, il crée une société des compléments alimentaires basée sur les vitamines. Et cette société, ça va s'appeler Nutrilite. Nutrilite. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1945, le docteur Karl engage deux hommes d'affaires, Mittinger et William Castlebury. Donc, le docteur, c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau quand vous connaissez l'origine de ce que vous faites. En 1934, le docteur Karl fait un voyage en Asie. Il découvre les bienfaits nutritionnels des compléments alimentaires. Il revient aux États-Unis. En 1939, il crée sa propre société de compléments alimentaires qui est donc Nutrilite. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est-à-dire en 1945, il va donc le docteur Karl, il va donc engager deux hommes d'affaires, Mittinger et William Castlebury.
pour devenir distributeurs nationaux exclusifs de Nutrilite. Wow. Déjà pour devenir distributeur dans une entreprise de marketing de réseau, il vous faut du chiffre. Parce que vous aurez l'exclusivité. Donc le docteur Karl, quand il a compris le bien fondé des compléments alimentaires en Asie, il revient aux États-Unis, il crée sa propre boîte en 1939 qui est donc Nutrilite, une société basée juste sur les compléments alimentaires. Il va donc engager à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y avait la guerre, 39, 45, il y avait la guerre mondiale, la Deuxième, Seconde Guerre mondiale. Donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il va engager 2 hommes d'affaires, Mittinger et William Castlebury. Ces 2 hommes d'affaires vont devenir donc des distributeurs nationaux et exclusifs. Donc, ils avaient l'exclusivité des produits Nutrilite. 2 hommes d'affaires, Mittinger et William Castlebury. Les 2 hommes d'affaires vont devenir des distributeurs nationaux des produits Nutrilite. Alors, que va-t-il se passer? Ces derniers donc vont réaliser que pour rentabiliser la société Nutrilite, il est nécessaire de recruter des distributeurs et demander à ces distributeurs aussi de recruter eux-mêmes leurs distributeurs. Là, on va maintenant vers le marketing de réseau, le MLM, le multi-level marketing. Parce que à l'époque, on ne savait pas. On pensait que le marketing de réseau, c'est lorsque quelqu'un a acheté ses produits en Chine ou à Dubaï, il a acheté ses parfums, il a acheté je ne sais pas quoi, ils viennent vous donner, ils vous recrutent, vous venez, vous partez vendre, à la fin de chaque journée, il vient, vous faites des comptes avec lui, vous lui rendez ce que vous n'avez pas vendu, et vous lui donnez l'argent que vous avez vendu, donc le chiffre que vous avez réalisé. Et lui, à travers ce chiffre-là, il calculait votre pourcentage, ce sont des commissions. Et beaucoup de gens se sont trompés là. Ils se sont dit, c'est ça le marketing de réseau. Non. Vous êtes en train de comprendre petit à petit l'origine du marketing de réseau. Et ça a commencé comment? On quitte de la vente directe vers le multi-level marketing, c'est-à-dire marketing à multi-paliers, à multi-niveaux. Donc, Mittinger et William Castlebury, les 2 hommes d'affaires engagés par le docteur Karl, le propriétaire de Nutrilite, la première société américaine pour fabriquer les compléments alimentaires. Alors, les 2 hommes d'affaires vont comprendre que pour rentabiliser Nutrilite, il nous faut des distributeurs dans le monde et permettre à ces distributeurs-là de recruter aussi leurs propres distributeurs. Le niveau change. Vous étiez au premier niveau, vous êtes le seul distributeur, mais on vous donne la possibilité, vous aussi, de trouver d'autres distributeurs. Vous êtes au 2e niveau. Ceux qui vont venir là aussi auront la possibilité de trouver leur distributeur. 3e niveau, c'est ce qu'on appelle pas le MLM, Multi-Level Marketing. Marketing à plusieurs niveaux. Marketing à plusieurs paliers. Ce n'est pas la vente directe seulement. Parce que la vente directe s'arrête jusqu'à un seul distributeur. Mais ici, Mittinger et William ont compris que si on s'arrêtait jusqu'à un seul distributeur, on ne va pas rentabiliser
les produits ou encore la société Nutrilite. Mais on va, nous, recruter les premiers distributeurs. On va demander à ces premiers distributeurs-là, eux, à leur tour, de recruter aussi leurs distributeurs. Voilà. Donc, ainsi est né le premier plan de rémunération. Parce que, imaginez, voyez-vous, dans la vente directe, il n'y avait pas un plan de rémunération. Vous étiez juste payé par des commissions sur les ventes. Mais quand on arrive dans le marketing de réseau, c'est-à-dire vous êtes recruté dans une entreprise, le marketing de réseau, et cette entreprise te donne la possibilité de recruter d'autres personnes aussi. Et ceux qui vont venir vont aussi recruter, ainsi de suite. C'est Mitzinger et Williams Carlsbury. Les deux hommes d'affaires recrutés par le docteur Karl, le propriétaire de Nutrilite, qui vont donc réfléchir au réseau. C'est ça, le marketing de réseau commence là. Mais c'est vers les années 40-45. Ça commence là. Avant là, c'était juste la vente directe, vente directe, vente directe, vente directe. Mais petit à petit, souvenez-vous, nous avons parlé des années 45 vers les années 79, on quittait petit à petit de la vente directe vers le marketing de réseau, vers le marketing, vers le MLM, le multi-level marketing. Donc, petit à petit, on quittait la vente directe pour rentrer dans le MLM. Et ce sont ces deux personnes-là qui vont révolutionner. Ce sont ces deux personnes qui vont donner la possibilité à d'autres de parrainer ou de recruter à leur tour. Alors qu'à l'époque, c'est la société ou la personne qui te recrute et tu ne s'arrêtais pas là. Mais dans Nutrilite, le docteur Karl a donné la possibilité, a donné l'exclusivité, la représentation exclusive de ses produits à deux hommes d'affaires, Mitzinger et William Carlsbury. Et Mitzinger et William Carlsbury ont réfléchi. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas seulement nous arrêter à recruter des vendeurs, mais nous devons leur demander à leur tour aussi de recruter d'autres personnes eux-mêmes. Et c'est là où est né le premier plan de compensation. Parce que le plan de compensation, on le trouve dans le marketing de réseau, dans le marketing relationnel, dans le multi-level marketing, dans le marketing à multi-paliers. C'est là où on trouve le plan de rémunération. C'est pourquoi pour tout cela, c'est un conseil que je donne. Quand on vous présente une entreprise de marketing de réseau, parce qu'il y en a beaucoup, qui foisonnent, surtout sur les réseaux sociaux. Venez, vous aurez ceci, comme j'ai dit. Venez, vous aurez cela, comme dans les églises. Venez, vous aurez le voyage. Venez, vous aurez le mariage. Venez, vous aurez le visa. Mais s'il faut venir à l'église à cause du visa, dites-moi, le président Sassou viendra faire quoi à l'église? Lui, il a déjà son visa. Si c'est pour le mariage, les hommes mariés ou les femmes mariées viendront faire quoi à l'église? Et c'est la même chose aussi avec les entreprises de marketing de réseau. On vous miroite la richesse. Venez vous. Mais demandez d'abord le plan de rémunération. Cherchez à savoir si cette entreprise n'est pas dans la vente directe ou elle est dans le marketing relationnel, dans le multi-level marketing. Parce qu'une entreprise qui fait dans le multi-level marketing, vous devez le savoir par, premièrement, voir l'historique de cette entreprise.
lesquels qui constituent, ou quels sont les ingrédients qui constituent l'historique de cette entreprise. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que cette entreprise est cotée en bourse? Troisièmement, est-ce que les produits que cette entreprise met à votre disposition sont des produits de nécessité? Par exemple, se brosser le matin, oui, c'est un produit de nécessité et de consommation quotidienne. Et puis, cherchez à savoir le plan de rémunération. Comment vous serez rémunéré si vous devenez partenaire et si vous amenez d'autres partenaires aussi? Vous serez rémunéré comment? Vous devez chercher à savoir ça. Et puis enfin, au moins le support système. Comment est-ce que vous serez formé afin... Parce que dans le MLM, dans le multilevel marketing, non seulement le plan de compensation, il y a aussi le plan de carrière. Parce que vous quittez d'un point A pour un point B ou pour un point C. Mais vous devrez savoir qui va vous former pour que vous atteigniez ces niveaux-là. Pour que vous puissiez changer de carrière. Vous ne pouvez pas, par exemple, commencer dans une entreprise de MLM, distributeur simple, et puis terminer distributeur simple. Non, il y a un plan de carrière. Et ce plan de carrière, vous devrez savoir qui va vous former pour que vous puissiez le connaître. Qui va vous former, qui va vous apprendre comment vous allez gagner, qui va vous apprendre comment est-ce que vous allez gravir les échelons dans cette entreprise MLM. Donc, le premier plan de compensation est né là, par deux personnes, la volonté de deux personnes qui ont compris que pour rentabiliser, pour rendre rentable l'entreprise Nutrilite, on ne doit pas seulement s'arrêter à des vendeurs simples, aux premiers vendeurs, mais il faudrait demander à ces vendeurs-là, à leur tour, de parrainer aussi d'autres vendeurs, d'amener aussi d'autres personnes. Et c'est là où est né le premier plan de compensation. Alors, le premier plan de compensation, c'était 35% de réduction si vous êtes un distributeur. Alors, pour devenir distributeur à cette époque, il fallait avoir dans ton portefeuille 25 distributeurs. Quand tu as parrainé toi-même 25 distributeurs, tu deviens distributeur. Et tout ce que tu vas acheter, tu auras 35% de réduction. Vous voyez? Ça, c'est le premier plan. Ça, c'est le plan de compensation. Donc, quand tu as dans ton portefeuille, quand tu as apporté, quand tu as ramené 25, quand tu as parrainé 25 distributeurs, tu deviens distributeur. Première condition. Et tous les achats que tu vas faire auprès de la société pour revendre, tu auras 35% de réduction parce que tu es distributeur. Un distributeur, celui qui se trouve dans son portefeuille avec 25 filleuls qu'il a parrainé directement. Deuxième, commission sur les ventes directes. 25% de commission sur les ventes directes. Non seulement tu as la réduction de 35% lorsque tu vas acheter tes produits, mais lorsque tu revends les produits de la société Nutrilite, on te donne 25% de commission sur toutes les ventes que tu vas effectuer. Quelque chose que tout le monde peut faire. On met à ta disposition les produits de la société Nutrilite. Toi, tu es distributeur. Tu prends, par exemple, un produit qui coûte 100 francs à l'usine. Étant donné que tu es distributeur, on fait moins 35%. Donc, moins 35% du produit de 100 francs. Donc, tu prends le produit à 65 francs. À toi, tu donnes la réduction parce que tu as mené 25 filleuls. Et lorsque tu vas vendre tes produits, tu as 25% de commission de vente sur tes produits, sur chaque produit vendu. C'est-à-dire que si tu as vendu les produits à 100 000 francs, tu as 25% des 100 000 francs.
C'est beaucoup. Tu fais les économies en amont. Tu gagnes en aval. Et 2% de commission directe, 2% de commission sur les ventes directes de tes filleuls. Donc, chaque filleul que tu as emmené, lorsqu'il va vendre, tu auras 2%. Imaginez 2% sur la vente, sur la commission de tes filleuls. 25 filleuls. Si chacun vend 200, 300 et que la totalité fasse par exemple 1000, tu as 2% qu'on te reverse toi parce que c'est toi qui as ramené ces distributeurs-là dans la structure. Ça, c'est le premier plan de compensation. Donc, le premier plan de compensation est né de la volonté de 2 personnes, Mittinger et William Castlebury, qui ont donné la possibilité à d'autres personnes de recruter aussi. Et c'est là où commence le multi-level marketing. Donc, on dit que Mittinger et William sont les pionniers du MLM. Vous voyez, Mittinger et William, ce sont les pionniers du MLM. Donc, le MLM a commencé à partir de Mittinger et William. Les 2 hommes d'affaires recrutés par le docteur Carr. Docteur Carr, le patron de Nutrilite. Donc, le MLM a commencé à partir de Mittinger et William. Mais la révolution du MLM a eu lieu contre les distributeurs de Nutrilite. Vous voyez, Mittinger et William, ils ont donné la possibilité à chaque distributeur de recruter. Il a donné la possibilité à chaque distributeur de recruter. Mais vous allez constater que la révolution du MLM a commencé avec les distributeurs de Nutrilite. William et Mittinger ont donné l'idée. Ils ont donné la possibilité à chaque distributeur de recruter. Mais la vraie révolution du MLM maintenant, là où le MLM devenait maintenant un concept que tout le monde pouvait faire, là où il y a eu la révolution, c'est à travers les distributeurs toujours de Nutrilite. Et ça, nous sommes en 1948. Il y a Rich Shaker et ses filleuls indirects. Rich Shaker, distributeur, et ses filleuls, Javan Ondel et Rich DeVos. Donc, en 1948, les distributeurs de Nutrilite, il y a un distributeur de Nutrilite au nom de Rich Shaker. Rich Shaker avait 2 filleuls. Ces 2 filleuls, c'est Javan Ondel et Rich DeVos. Ce sont eux qui ont poussé la logique du MLM en commençant la formation des stars. Ça, il faut le retenir. Il faut prendre note. C'est vrai, Mittinger et Williams, ils ont donné la possibilité aux distributeurs de recruter. Oui. Mais en 1948, un distributeur, toujours de Nutrilite, a compris qu'il faut former. Il faut former comment faire cette activité. Donc la formation a commencé là, en 1948. C'est Rich Shaker. Il est distributeur. Mais il a derrière lui 2 filleuls. Javan Ondel et Rich DeVos. Donc les 3, c'est à partir des 3 là que la formation a commencé. Ils ont commencé à former des stars.
je vous ai dit que le marketing, le MLM, donc on s'arrêtait avec la vente directe, on rentrait dans le MLM fin des années 1945. Et le MLM a commencé, les pionniers du MLM, je ne parle pas de la vente directe, mais je parle ici même du MLM, du marketing, du multi-level marketing. Je ne parle plus de la vente directe, parce que la vente directe s'est arrêtée avec un seul vendeur. La vente directe s'est arrêtée avec Stanley Home. Mais le MLM a commencé avec Nutrilite, avec le docteur Karl. Le MLM a commencé avec William et Mitzinger. Ce sont eux les deux pionniers. Ce sont eux les deux pionniers du MLM. Là, la vente s'est arrêtée. C'est à travers eux qu'on a vu le premier plan de compensation. Si vous faites ceci, vous aurez cela. Si vous faites ceci, vous aurez cela. Et le premier plan de compensation a commencé là. Toujours dans Nutrilite. Rich Shaker, qui est un vendeur ou encore distributeur de Nutrilite, avec ses deux filleuls, Javan Handel et Rich DeVos, vont commencer à former les stars. Donc la formation des stars commence là. Vous voyez? Alors, nous avons compris que le MLM venait de commencer avec Nutrilite. Pas avec Fuller Brush. Pas avec Singer. Pas avec California Perfume Company avant. Pas avec Tupperware. Pas avec le pasteur James Robinson Grave. Mais le MLM a commencé avec Nutrilite, la société du Dr Karl, basée sur les compléments alimentaires. Lui qui a recruté deux hommes d'affaires, Mitzinger et William, qui ont eu l'exclusivité des produits Nutrilite. Et eux aussi, à leur tour, ont compris qu'il faut recruter des distributeurs et donner la possibilité à ces distributeurs-là de recruter d'autres distributeurs eux-mêmes et en mettant en place un premier plan de compensation. Ce sont les deux-là. Mais ils ne sont pas arrêtés par là. Au sein de Nutrilite, Rich Scheckenberg, qui est donc distributeur de Nutrilite, avec ses deux filleuls, Javan Handel et Rich DeVos, ils vont commencer la formation des autres. Il faut donc former des stars. Il faut donc former des distributeurs. Donc la formation commence avec Rich Shaker en 1948. Avec Handel Javan et Rich DeVos. Alors, 10 ans plus tard, Nutrilite va connaître son échec. Mais il y aura la création de Amway. Alors, Amway, c'est pratiquement la continuité de Nutrilite. Toujours le complément alimentaire avec d'autres produits. Mais l'histoire retiendra que c'est Amway qui a popularisé au niveau mondial le business model. Donc, Nutrilite était juste
un tremplin. Donc, 10 ans après Nutrilite, voilà apparaît Emeway. Et ce sont les mêmes qui étaient à Nutrilite qui ont fabriqué, qui ont créé Emeway. Avec la même vision du Dr Carl. Donc l'histoire va retenir qu'en 2023, la société Emeway était la première société de marketing de réseau à avoir fait 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023. Mais c'est le résultat du travail qui a été fait depuis Nutrilite. Et c'est ce résultat qui a emmené la création de Emeway. Et quand Emeway arrive, en 2023, déjà Emeway totalisait 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Vous voyez? 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais qui a créé Emeway? Emeway a été créé par les distributeurs qui sont sortis de Nutrilite. C'est pourquoi vous allez constater que dans le marketing de réseau, souvent les gens quittent les entreprises pour d'autres entreprises, ils chevauchent. Parce que l'expérience que vous avez acquise dans une entreprise de marketing de réseau va vous emmener à devenir vous-même autonome, de créer pour vous. Parce que vous avez toutes les connaissances, vous connaissez tous les rouages, vous connaissez qu'est-ce qu'il faut, toutes les pistes ou encore tous les tuyaux pour créer des canaux de distribution d'un produit. Ici, nous sommes partis de la vente directe jusqu'au multi-level marketing, au MLM, à la vente à multi-paliers. On ne s'arrête plus à un seul distributeur, mais on va maintenant à plusieurs distributeurs. On donne la possibilité à d'autres distributeurs de parrainer d'autres distributeurs. Ce n'est plus la société qui parraine qui recrute, mais c'est vous qui recrutez. Vous devenez vous aussi représentant de cette société. Vous portez en vous la charge de cette société. Vous devenez vous-même cette société. Vous devenez le représentant exclusif ou légal de cette société. Alors qu'à l'époque, c'est une personne qui achète une quantité donnée, qui est représentée, ou encore qui représente cette société, il est seul, où toute la marchandise, où tous les produits sont donnés à cette personne, et lui, à son tour, il recrute des gens qui vont vendre. Et à la fin, ils sont payés par commission. Mais ici, ce n'est plus ça avec le MLM. Le MLM ici, c'est tout le monde qui devient propriétaire comme copropriétaire de la même entreprise. Donc, à Nutrilite, chacun avait la possibilité de recruter un distributeur et le présenter à l'entreprise. Ce n'était plus l'apanage de Mitzinger seul et William pour recruter. Mais ici, vous avez vu que Rich Scheckenberg a recruté Javan Handel et Rich DeVos. Ils sont passés à la formation, c'est former ceux-là qui ont été recrutés. Et après cela est arrivé Emeway. Et Emeway, c'est cette société qui a popularisé le concept, ou encore le business model. Et en 2023, Emeway est sorti meilleure entreprise. Ou encore, Emeway a réalisé 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Juste sur la vente à multipalier. Et cela, vous allez constater que le premier plan de rémunération, après 30 ans des années glorieuses de l'apparition du MLM, le premier plan de rémunération du compagnie Nutrilite a donc fait de sorte que certaines sociétés deviennent des icônes du MLM. À cause ou encore grâce à l'apparition du premier plan de rémunération par Nutrilite, et 30 ans plus tard, beaucoup de sociétés
la vente directe sont devenues des icônes dans le MLM. Tel que Tupperware depuis 1951 jusqu'à aujourd'hui est l'icône du MLM. Shaker Corporation 1956, Amway 1959, Marie Carré 1963, ces sociétés-là, etc., etc. Depuis qu'il y a eu le premier plan de rémunération et depuis qu'il a été établi que chacun pouvait recruter, depuis qu'ils sont rentrés dans le système, ou encore dans le modèle qui est donc le MLM, ces sociétés-là restent jusqu'à ce jour des icônes dans la vente directe. Donc la vente directe ici ne va plus se résumer de porte à porte seulement, mais la vente directe ici peut se faire à travers le relationnel, à travers des réunions ou encore des présentations des produits, des opportunités à domicile, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et la vente directe ici peut se faire à travers les présentations d'opportunités dans des grandes salles. Et donc le marketing de réseau. Ici aussi, la vente directe peut se faire maintenant même en ligne. Présenter un produit en ligne. Mais tout en ayant un plan de rémunération et un plan de formation. Parce que ce n'est pas la rémunération seulement, mais il faut aussi former. Ce qui n'était pas à l'époque lorsqu'on a commencé avec la vente directe. Oui, la vente directe, on a commencé. Mais il n'y avait pas de plan de rémunération. Il n'y avait pas de plan de carrière. Il n'y avait pas la possibilité pour des distributeurs de recruter d'autres distributeurs. Mais la révolution a commencé avec Nutrilite et Amway. Et depuis qu'ils ont adopté cela, ces grandes sociétés sont devenues des figures, des grandes marques. De Tupperware, de Amway, de Marie Carré, de Shaker Corporation sont devenues des grandes marques, des grandes figures de la vente directe. Et vous allez constater que selon la DSA, donc la Direct Selling Association, aux États-Unis, il y a 5% de l'association. Dans l'association, 5% à cette époque étaient constituées des entreprises de marketing de réseau qui faisaient partie de la Direct Selling Association. Et en 2018, il y a des études qui ont été faites au niveau de la Direct Selling Association. On a dit qu'il y a 90% des sociétés de marketing de réseau qui forment cette association-là. Alors qu'au tout début, c'était 5% seulement. Mais en 2018, ce qui forme aujourd'hui la Direct Selling Association, c'est 90% des entreprises de la vente directe. Donc le marketing de réseau a pris de l'ampleur. Pour votre information, la Direct Selling Association, c'est l'association des ventes directes. Et les statistiques donnent en 2018, 90% des membres de la Direct Selling Association étaient faits par des entreprises de marketing de réseau. Mais qu'est-ce que nous avons constaté après tout ce grand succès? Que la popularité du MLM, du marketing de réseau, a profité à certains malfrats qui ont développé des arnaques pyramidales et d'autres ont été responsables des dérives sectaires. Malgré l'ascension fulgurante du marketing de réseau, malgré les chiffres énormes que le marketing de réseau donne, malgré les progrès que nous avons constatés dans le marketing de réseau, mais il y a certaines personnes qui ne sont pas restées en marge pour chercher juste à gaspiller ce modèle de business. Ils ont créé des systèmes pyramidaux que nous allons parler prochainement,
D'autres encore sont rentrés dans des dérives sectaires. Ils ont créé à travers le marketing de réseau des sectes. D'où les gens ont peur aujourd'hui d'appartenir dans une entreprise de marketing de réseau. On sous-entend que c'est de la pyramide, le Ponzi. On sous-entend que ce sont des sectes. Mais, dans les prochaines vidéos, nous allons vous parler que devient le marketing de réseau aujourd'hui. Dans quel œil nous regardons le marketing de réseau aujourd'hui? Est-ce que la vision qu'avait le marketing de réseau à l'époque, lorsque nous avons commencé de la vente directe jusqu'à arriver au plan de rémunération, est-ce que c'est la même vision que les entreprises de marketing de réseau ont gardé? Si ces entreprises de marketing de réseau ont gardé la même vision, donc c'est nous qui n'avons pas encore compris cette vision-là. Il faudrait donc repartir en arrière, voir qu'est-ce que le marketing de réseau. Est-ce que le marketing de réseau en tant que concept est une arnaque en soi? Lorsque nous avons vu la vente directe du début jusqu'à l'arrivée de la société Nutility, Amway ainsi que les autres, pourrons-nous dire qu'il y a eu de l'arnaque à cette époque? Sinon, mais pourquoi aujourd'hui on parle de l'arnaque dans ce secteur? Ça fera l'objet de ma deuxième vidéo. On va en parler. C'est pourquoi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont venir. Mesdames et messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir tous connectés et de suivre cette vidéo. Partagez cette vidéo, ça permettra à réveiller ou encore à éveiller les consciences des uns des autres. Car on peut passer à côté d'une opportunité lorsque vous n'avez pas la connaissance sur cette opportunité. Pour moi, il me reste juste à vous dire bonne fin de semaine et surtout, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. La suite viendra. Nous allons parler de que devient le marketing de réseau aujourd'hui. Qu'est-ce que le marketing de réseau est devenu aujourd'hui? Est-ce que le marketing de réseau a toujours gardé son authenticité dès le commencement jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore espérer sur le marketing de réseau? Est-ce que le marketing de réseau, c'est la possibilité à tout le monde de se faire de l'argent? Mesdames et messieurs, nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo. Ciao, bye bye. C'était derrière la caméra, c'était votre humble frère, David Sassa, le fondateur des académies École des affaires du Congo à Pointe-Noire. Merci.